le cacao, le changement climatique, etc., ça va quand même faire que ça va devenir un produit plus élitiste, Ouais. plus luxe. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi dans tes valises? Qu'est-ce que tu as gardé de cette culture asiatique ou de ce que tu as appris là-bas, etc. Enfin, peut-être en mode de vie, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées de ta vie là-bas? Et justement, toi, t'arrives, comment tu fais tes preuves? C'est quoi ton plan? Comment tu essaies de les amener avec toi? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes 6 premiers mois, en fait? On essaie toujours de créer de nouvelles choses. Il ressemble à quoi ton quotidien? Et c'est vrai que mon équipe est hyper indépendante. Qui sont super. Et en fait, on a 2 équipes maintenant à l'atelier. Il y a l'équipe production avec un chef chocolatier et l'équipe plutôt emballage, préparation de commandes, etc. avec aussi leur chef. Et puis ces 2 chefs gèrent leur équipe. Un des premiers chantiers, c'était le packaging et l'image de la marque. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandra pour un nouvel épisode. Salut Alexandra. Salut. Ça va? Salut, toi. Ouais, très très bien. Et on est aussi avec Romain. Salut Romain. Salut Clément. Ravi d'avoir Alex avec nous. Ouais. Alors écoute, pour commencer, donc, nous on connaît bien, on te connaît, mais surtout on connaît les chocolats. Mais est-ce que toi tu pourrais te présenter, voilà, pour ceux qui te connaissent pas, comme ça on en sait un peu plus sur toi. Je suis Alexandra, j'ai 33 ans. Je suis française, je suis au Luxembourg depuis 7 ans, depuis que j'ai appris la chocolaterie Genevé. Je sais pas ce que vous voulez savoir de plus. J'ai une petite fille qui a bientôt 2 ans, enfin pas bientôt 2 ans, plutôt 1 an et demi. Et, à cet âge-là, ça compte. Hein. Ouais, ça compte. Et puis mon deuxième bébé, c'est la chocolaterie. Ok, super. Et t'étais d'où avant Luxembourg? Moi, je viens de Paris. Ouais. Ma famille vient d'Alsace-Lorraine, donc en fait, on a toujours eu un pied ici. Mon grand-père avait à l'époque des affaires au Luxembourg. Ok. Et puis mon père habite au Luxembourg depuis longtemps, donc voilà, toujours un peu rattaché ici. Si on prend un peu chronologiquement ton parcours, j'ai vu que tu avais commencé à travailler en Asie, à Hong Kong. Ouais. C'était quoi un peu pour toi à l'époque, t'es jeune diplômé, pourquoi t'es allé là-bas, c'est quoi qui t'attirait et qu'est-ce que t'allais chercher? En fait, Hong Kong, j'y suis allée un peu par hasard et j'y étais pendant ma 2e année de licence, je crois 3e année de licence en échange universitaire. Et je suis tombée complètement folle fan de Hong Kong. Et du coup, le but après de ma vie était un peu tourné autour de Hong Kong et de retourner à Hong Kong. Donc, je suis rentrée à Paris pour finir mon année et je suis retournée à Hong Kong en année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. J'avais fait un Master 1 de finance à Paris et du coup, je me suis dit, je vais aller faire de la finance à Hong Kong. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'y suis retournée et je m'étais dit que je rentrerais jamais, en fait. Ok. Et du coup, c'était quoi le plan au départ, en fait? Quand tu pars là-bas, tu te dis que tu veux faire quoi de ta vie? Honnêtement, je sais pas trop. Tu sais pas quoi, mais c'est là-bas. Je sais pas quoi, mais effectivement, c'est là-bas. Mais c'est un peu l'histoire pas de ma vie, mais je me suis jamais vraiment trop posé de questions où j'ai foncé un peu dans la voie classique depuis le début. Okay. En me disant, je trouverais forcément un moment quelque chose qui me plaît. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était Hong Kong. Plus que t'étais en finance, hein. En fait, j'ai vu que t'avais fait finance et luxe. Je sais pas si c'était ensemble. Non. Ok, c'était 2 expériences séparées. Pourquoi t'avais choisi ces deux filières? Encore une fois, moi, j'ai fait mes études d'éco-gestion à Dauphine. Ouais. Parce que c'était parcours assez classique et business, et je savais que je voulais aller par là. Mais je savais pas exactement dans quoi j'allais vraiment aller. Et j'ai fait un master de finance parce que j'aimais la finance, j'aime les maths, enfin, ça me ressemblait plutôt bien et je trouvais ça assez cool. Et puis, donc, j'ai fait mon premier vrai stage à Hong Kong. J'ai pas adoré. Je me suis dit, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai trouvé un 2e stage parce qu'il fallait que je passe 1 an à Hong Kong. J'ai trouvé un stage en logistique dans les disques durs. Okay. Rien à voir. Pas exceptionnel, je me suis pas éclatée. Et ensuite, il fallait quand même que je rentre normalement à Paris pour faire un Master 2. J'aurais dû faire un Master 2 de finance pour me spécialiser un peu plus. Je me suis dit, en fait, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me réouvre à nouveau. Donc, j'ai fait un Master entrepreneuriat pour pas me spécialiser en finance et parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire après. Et donc, je suis rentrée à Paris donc faire ce Master 2 et je suis repartie à Hong Kong à la fin de ce Master 2. Et j'ai trouvé un job en tant que consultante dans le marketing de luxe. Dans le luxe. Ok. Je pense qu'on y reviendra après, parce que moi, ce qui m'intéressera, enfin, on parlera de l'histoire Genevé, tout ça, mais c'est qu'est-ce que tu as conservé de cette période-là, notamment du luxe. J'imagine que ça t'a quand même donné quelques codes. Peut-être qu'on pourra en parler après. En fait, avant, moi, j'avais une question, c'est
Là, on parle du coup de ton début de parcours à Hong Kong. Concrètement, pourquoi tu es revenu en France aussi vite? Il s'est passé quelque chose? En fait, j'ai passé quand même 3-4 ans à Hong Kong, bout à bout. Et donc, j'étais en conseil, plus particulièrement pour des shopping malls en Asie. Et encore une fois, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais pas passionnée. Et j'ai toujours quand même été assez sérieuse à l'école, et quand j'étais plus jeune en tout cas. Et je me suis dit, c'est pas possible que je trouve pas quelque chose qui me donne vraiment envie de bosser, de me donner à fond, et qui me fasse vibrer. Et je me suis posé plein de questions, et je trouvais pas les réponses à Hong Kong. Je savais pas trop où j'allais, j'étais un peu perdue, et c'est là que j'ai décidé de rentrer du coup. En me disant, je vais prendre du temps, je vais retourner à Paris, je vais peut-être reprendre des études, j'en sais rien, mais je vais prendre le temps de réfléchir et de me poser. D'accord, donc en fait, tu t'es dit, c'est une nouvelle phase où je réfléchis d'abord projet avant localisation. Oui. Et ça t'a ramené un peu... On change de priorité, ouais. Ok, ça marche. Et donc, t'es rentré en France. Et est-ce que, du coup, qu'est-ce que t'as ramené avec toi dans tes valises? Qu'est-ce que t'as gardé de cette culture asiatique ou de ce que t'as appris là-bas, etc. Enfin, peut-être en mode de vie, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que t'as gardé de ta vie là-bas? Que dire, je sais pas, le dynamisme que j'avais à Hong Kong, je pense. L'envie de faire plein de rencontres, de discuter avec tout le monde, pas mal de choses. Et puis j'ai gardé plein de contacts, plein d'amis, donc ça m'a un peu suivi jusqu'à maintenant. Professionnellement, il y a des trucs aussi que tu as gardés ou... Professionnellement, j'ai appris plein de choses. Après, quoi exactement qui me sert aujourd'hui, je sais pas, mais c'est sûr qu'en bossant avec... notamment, alors en finance, j'ai appris, mais je pense que ça me sert moins peut-être aujourd'hui, ce que j'ai fait en tout cas là-bas en stage. En revanche, tout ce qui était shopping mall, conseil pour des marques et des shopping malls qui implantaient ou comment, ça c'était vraiment intéressant. Ok. Ensuite arrive l'année 2017. Je pense, tu vas nous le dire, mais c'est l'année plus ou moins où tu as tout changé et c'est remis en question. Je comprends qu'il y a une passion. Alors, tu vas nous le dire aussi dans ta famille ou pas, mais sur le chocolat, la pâtisserie. Et je crois que tu vas chercher un petit peu des formations ou quoi. Est-ce que tu peux nous raconter cette étape-là avant, je pense, le passage à l'acte et qui va définir aussi toutes les prochaines années? Comment ça s'est fait? En gros, donc, je suis rentrée à Paris. Et comme je vous disais, je me suis jamais vraiment posé de vraies questions de ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire. Et en prenant du temps, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de gâteaux à la maison, beaucoup de pâtisseries de plus en plus. Ok. Et alors, au fur et à mesure, je commençais à recevoir des commandes d'amis, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'adore faire. J'adore mettre la main à la pâte, j'adore voir le résultat concret, rapide, rendre les gens heureux. Enfin, voilà, il y avait tout un truc qui me plaisait beaucoup. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me poser ces questions. Et je ne sais plus où j'allais par rapport à ta question. Mais je pense que toi, typiquement, j'ai vu que tu t'étais formé en pâtisserie. Alors, j'ai vu Cyril Lignac que tu as passé. Et tu avais fait aussi l'école Ferrandi. Je ne l'ai pas faite. Okay. Mais j'ai postulé, j'ai été prise. Et en fait, en parallèle, j'ai racheté la chocolaterie, donc j'ai annulé cette formation-là. Mais effectivement, du coup, une fois que je me suis dit, je vais peut-être faire ça de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vérifie déjà avant de me lancer pour de vrai que ça me plaît? Donc, je connaissais un pâtissier en Normandie, donc j'ai passé un peu de temps avec lui. Pour vérifier que vraiment les horaires, le métier, etc., tout me plaisait. Donc, pour te mettre au contact de cette réalité-là, ouais. C'est ça. Et ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, on verra, je vais faire ça. Et puis peut-être qu'un jour, je montrerai ma pâtisserie, etc. Je sais pas Quand trop. tu disais, je vais faire ça, tu n'avais pas une idée précise de ce que ça voulait dire? Non. Et donc là, tu reçois le coup de fil de ton père, c'est ça? Ouais. Effectivement, d'abord, donc, je fais ma pâtisserie, machin. J'en parle à mes parents, évidemment. Ouais. Du coup, l'idée, je me dis, pour faire de la pâtisserie, il faut quand même que je me forme vraiment, en plus des stages. Donc, je postule à l'école Ferrandi. Et puis, effectivement, en parallèle, mon père, qui a toujours les oreilles un peu partout, m'appelle pour me dire, j'ai entendu parler d'une chocolaterie qui est à vendre au Luxembourg. Est-ce que ça te dirait pas? Est-ce qu'on fait ce truc-là, quoi? Lui, il était déjà dans ce secteur-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, donc pour vendre l'opportunisme... Oui, complet. C'est un entrepreneur, ton père, ou Il est avocat, un peu entrepreneur. Avocat d'affaires. Donc, quand il voit cette opportunité-là, il se dit... il fait l'association tout de suite, il t'appelle. Oui. Et là, toi, tu te dis quoi je crois que je saute assez rapidement sur l'occasion. Okay. Autant mon père a toujours plein d'idées, plein de petites choses qui peuvent se faire, et on est toujours un peu là, oui, ok, si tu veux, mais voilà. Et cette fois-là, je crois que je me suis assez rapidement dit, ça peut être sympa.
Et je pense que je suis venue rapidement à Luxembourg et on a, pour rencontrer l'équipe, goûter les chocolats, faire un premier tour. Ok, donc du coup, tu t'es retrouvé à faire une acquisition de boîte. En fait, tu as tout appris en même temps. Donc, le métier du chocolat, comment on achète une boîte, comment on fait une due deal finalement sur une boîte. Exact. Le Luxembourg, donc, si tu connaissais le marché du Luxembourg, tu t'es dit, allez, je démarre. Ça a mis un peu de temps avant qu'on rachète. Ouais, bien sûr. Presque un an, je pense, parce qu'on a fait une première offre assez rapidement qui n'a pas été acceptée. Ouais. Puis on est revenu presque un an, je pense, plus tard. À ce moment-là, d'ailleurs, vous faites accompagner dans le process d'offre, où vous êtes ton père et toi, et vous dites... toi, c'est quand même un truc de spécialiste. Tu peux passer comme tu dis, des mois et des mois sur une valo. Complètement. Alors, les personnes qui en ont parlé à mon père, c'est une petite banque d'affaires qui était mandatée pour vendre la chocolaterie. D'accord, donc eux, ils t'accompagnent. Ils nous ont complètement accompagnés. Ils m'ont aidé à regarder les bilans, à essayer de comprendre le business, etc. Ok. Puis mon père est avocat d'affaires, il a toujours été un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat et donc il a les réflexes. Bien aussi, il a les réflexes. Et donc ça s'est fait comme ça. Et heureusement que j'avais cette équipe autour de moi, parce que seul, honnêtement, c'est compliqué. Acheter des boîtes et faire du chocolat, ça fait beaucoup de choses à apprendre en une année, quoi. Beaucoup de choses, ouais. Tu te souviens d'ailleurs de ta première impression quand tu visites la chocolaterie ? Salut, on vient de couper la vidéo, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas présenté, donc on va prendre 30 secondes, une minute de ton temps, pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. Il propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Oh, c'est Acheté forte, hein, si je me trompe pas. Forte. Je sais plus quelle a été ma première impression, mais je pense que c'était un peu du comment je vais gérer des équipes comme ça. Il y avait combien de personnes quand t'as fait ? 5. 5 personnes. Ok. Et donc je te dis, oui, ils savent mieux faire le métier que moi. C'est ça. Comment je vais faire ? Et puis moi, j'arrive avec mon père en plus. Ouais. Donc un peu parachuté, la fille à papa, le papa lui achète une chocolaterie. Enfin, c'était un peu l'image que j'avais quand même au début. Il fallait que je m'en débarrasse assez vite et j'en avais un peu peur. Okay. Et puis j'avais jamais managé avant. Ok. Voilà. Un nombre de challenges énorme. Juste sur les profils, les 5 profils. Ouais. C'est quoi ? C'est des chocolatiers. Des chocolatiers. Donc il n'y a personne qui est dans l'opérationnel, le business, le marketing, la gestion. Non, c'était l'ancien propriétaire. Ok. Et à cette époque-là, donc la société que tu rachètes, elle ressemble à quoi ? Parce que en fait, moi j'ai compris que tu avais, on a compris que tu avais fait évoluer beaucoup le design, l'offre, etc. À ce moment-là, ça ressemble à quoi ? C'est quoi le genre de client ? Comment tu décrirais la boîte avant que tu changes tout ça ? Elle allait pas bien. Elle était un peu en chute libre. Ouais. Les employés continuaient à travailler, etc., alors qu'ils n'étaient plus forcément très bien payés, en temps et en heure. Enfin, tout était un peu compliqué. Les fournisseurs étaient plus payés depuis un petit moment. C'était une situation un peu critique. Ouais. La vraie histoire, c'est quand même que Madame Navet, qui a créé la chocolaterie, est tombée très malade quelques mois ou années avant que j'arrive. Et c'était elle qui était la chef chocolatière, qui était vraiment l'âme de la chocolaterie, qui était présente tout le temps dans la production. Et puis avec sa maladie, elle était de moins en moins présente. Et du coup, ça allait plus. Donc ouais, quand je suis arrivée, il y avait un mélange du côté de l'équipe qui était, on est hyper content que quelqu'un vienne reprendre enfin. Ouais. On a envie de rester, etc. Et en même temps, qui c'est celle-là ? Il va falloir qu'elle fasse ses preuves, quoi. Et justement, toi, tu arrives, comment tu fais tes preuves ? C'est quoi ton plan ? Comment tu essaies de les amener avec toi ? C'est quoi ta vision ? C'est pas mal de questions, mais c'est quoi tes 6 premiers mois, en fait J'avoue qu'au début, je sais pas trop par où commencer. Mais juste, en fait, à Steinfort, donc on a la production. J'ai repris au mois de novembre, je crois. Donc on avait déjà quand même des commandes corporate à honorer pour Noël. Donc ça, évidemment, on recontacte tous les fournisseurs au début avec mon père pour montrer que je suis pas juste une petite jeune de 25 ans qui démarre et qu'on peut me faire confiance. Et donc, il fallait leur expliquer que c'était une nouvelle société, une nouvelle équipe, une nouvelle gestionnaire. Et qui pouvaient nous faire confiance, qu'on allait les régler la première fois, évidemment, on l'avance, après, bref. Et donc ça, c'était la première chose pour pouvoir gérer et passer ce Noël. Et puis, moi, j'étais un peu dans la boutique à Steinfort, qui est une petite boutique, on n'est pas dans une zone piétonne
commerçante. Mais du coup, je croisais quand même pas mal de clients à la boutique. Et puis, ce qui ressortait vraiment à chaque fois, c'était « Ah, vos chocolats sont vraiment bons. » Mais c'est vrai que quand on reçoit le paquet, la boîte, et on s'attend pas du tout à ce qu'il soit aussi bon parce que le packaging n'était pas... C'était pas moderne, c'était pas... Ouais. Et puis moi, il fallait que je vende parce que si vous j'avais quand même 5 personnes à l'époque, c'était beaucoup pour nous. Bah, bien sûr. Et puis les chocolats, je vais pas vous apprendre que c'est très saisonnier. Ouais. Et du coup, clairement, alors à Noël, c'était bien d'avoir 5 personnes, mais après Pâques, tout le monde se tournait les pouces. Et donc moi, un des gros premiers challenges, c'est qu'il fallait que je vende ce chocolat, que je trouve des façons de le vendre un peu plus en été, etc. Et autre chose, c'est que moi, je déteste vendre. Ok. C'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout commerciale. Ok. T'as toutes les choses de ton côté de base. C'est ça qui va au départ. J'aime pas prendre mon téléphone pour appeler, etc. Donc très très compliqué pour moi et je réalise qu'en fait, je vais pas pouvoir commercialiser et appeler si j'ai pas un produit qui me ressemble, qui me plaît à 100%. Un truc que tu auras envie d'acheter toi. C'est ça. Ok. Et la chance que j'ai, c'est que je vends du chocolat, donc ça me plaît. Et puis mes chocolats, je les aime. Ouais. Mais Steve du coup, Jobs disait si tu veux rendre des gens heureux toute la journée, arrête le business à vendre des glaces, ça marche aussi avec les chocolats, quoi. C'est ça, complètement. Et du coup, pour moi, là, un des premiers chantiers, c'était le packaging et l'image de la marque. Que tu as fait d'ailleurs seul aussi ou pareil accompagné J'avais un ami à Paris qui était en train de monter son agence et qui m'a aidé sur les premiers logos. Et puis depuis, on bosse ensemble. Okay. Comment tu crées la confiance avec les 5 personnes qui, j'imagine, sont là depuis X années? À mon avis, il n'y a pas un turnover important dans les équipes. Comment tu as créé cette confiance-là avec eux? Et quand est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, ils sont avec moi, on joue dans la même équipe et ma vision va pouvoir se faire? Je sais plus exactement comment ça s'est fait. Je pense qu'au début, j'ai été très cool, bonne copine, parce que je sais pas faire autrement. Et du coup, j'étais vachement avec eux et je rigolais beaucoup et j'étais pas une boss très très dure. Et puis, je pense qu'après, la confiance, ça s'est faite au fur et à mesure des mois et des années. Et au bout d'1 an, ils ont déjà vu la différence. Au bout de 2 ans, ça n'avait plus rien à voir. Et ils sont toujours là aujourd'hui. Ouais. C'est les 5 mêmes. Ouais. Et maintenant, vous avez une plus grande équipe ou c'est toujours aujourd'hui, on est entre 20 et 25. Ah, ok. Toute en l'année. fonction des saisons. Ouais. Ouais, en fonction des saisons. Ok. Ça fait quand même un paquet de responsabilités. Déjà, tu vois, on parle beaucoup de start-up, tout ça. Donc souvent, on va essayer d'investir le moins possible et d'avoir un produit tech. Toi, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est un produit industriel sur une niche, j'imagine, marché local à la base. C'est quoi un peu tes challenges et comment toi tu vois ces choses-là au départ? L'outil industriel, typiquement, moi, c'est un truc, tu vois, j'aurais peur d'investir. J'imagine qu'il y a des prêts à la banque, tout ça. Oui. Quand même des grosses responsabilités. C'est sûr. Après, j'ai eu de la chance, entre guillemets. J'ai acheté une belle société. On avait quand même des bonnes machines qui tiennent la route encore aujourd'hui, qui sont très bien. Donc, j'ai pas acheté n'importe quoi, sachant que je n'y connaissais pas grand-chose. C'était quand même un peu de chance. T'as pas eu de mauvaise surprise après? Sur les machines, sur l'équipe, non. J'ai eu d'autres surprises, mais je m'en rappelle plus. Mais il y a forcément des surprises. Après, la grosse difficulté, entre guillemets, c'est que moi, c'est un métier d'artisanat. Donc, je compte sur les gens et sur leurs mains. Donc, quand on grossit et qu'on se développe, j'ai besoin d'embaucher. J'embauche. Et voilà, c'est des grosses responsabilités quand même. Ouais. Tu les trouves facilement d'ailleurs à Luxembourg, vous savez... le coût que ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, justement, c'est un parti pris énorme d'avoir... tout est made in Luxembourg, si je ne me trompe pas. Pareil, tu t'es déjà posé cette question-là, j'imagine. Il y a un moment où... Donc, on était à Steinfort, on avait 350-400 mètres carrés. Et il y a 4-5 ans, donc ça commençait déjà à être un peu petit. Et du coup, je cherchais à agrandir l'atelier. Puis, je me posais pas mal de questions. À un moment, je me suis dit, est-ce que je traverse la frontière? Je vais en Belgique parce qu'on est vraiment à côté. Effectivement, ça peut être moins cher que Luxembourg, mais un jour, on s'est posé la question une demi-seconde, et puis on s'est dit non, c'est impossible, on reste à Luxembourg. Il y a un ancrage quand même lié au pays très fort. Oui, bien sûr. Donc en fait, on l'envisageait, mais on l'a jamais envisagé. Je sais plus trop où je l'ai, mais... En tout cas, l'idée d'investir dans cet outil industriel avec des gens, etc., qui est un peu, ce qu'on disait, un contre-courant par rapport aux startups. Toi, ça t'a pas effrayé et ça t'a plutôt mobilisé à dire, OK, c'est mes paramètres de départ. Oui, je me pose pas de questions, j'ai pas de choix. Et de toute façon, je vais là-bas. C'est les valeurs de la chocolaterie, de notre société. Donc, je me pose pas de questions et puis on voit comment on peut faire fonctionner ça. OK. Et si tu devais décrire peut-être
les grandes phases de l'histoire de la chocolaterie. Donc ça fait combien de temps? 7 ans? 7 ans. 7 ans. Il y a plusieurs séquences, on imagine. Comment tu expliquerais ces séquences-là? Le chapitre 1, c'était quoi? La découverte. La découverte. Le marketing. La découverte. Puis le marketing, changer le packaging, etc. Ça a pris un peu de temps, mais ça a été crucial. Ouais. Et ça a expliqué en fait aussi aux clients et aux gens qui ne connaissaient pas une nouvelle, on recommençait à zéro. Nouveau souffle. Nouveau souffle, merci. On garde le nom parce qu'on se rend compte quand même qu'il il est un peu connu et qu'il tient, pour certaines personnes, il est important. C'est Et puis en fait, c'est important de garder l'image, enfin l'histoire. l'histoire de la fondatrice, de Géola, etc., qui est derrière. Enfin, c'est quand même une histoire de femme qui est intéressante. On a pas mal de points en commun d'ailleurs avec Géola. Donc ça, c'était pour la première étape. Après, j'essaie de développer les ventes et de lisser un peu la saisonnalité parce que, comme je vous disais, compliqué d'avoir 5 personnes toute l'année. On a développé le site internet. Ouais. Dans Après- cette phase-là, justement, de développement des ventes, Mm. qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est quoi ta stratégie? Tu vas sur de nouveaux marchés? Enfin, comment tu lisses aussi C'est la vrai. saisonnalité qui est un point important? Au départ, moi, quand je suis arrivée, on était donc vendus à des corporates pour les fêtes, les cadeaux de fin d'année, ce genre de choses. Et on travaillait avec quelques grandes surfaces, type Pal Center et Auchan, et des plus petites épiceries fines. Ouais. Et du coup, moi, au début, je me pose pas trop de questions et je développe ce côté-là. Donc On n'a pas de boutique. on va en propre. chez les mêmes, mais on essaie de faire vendre plus chez les mêmes. On va vendre plus chez les mêmes et on en développe d'autres. Et Ok. on essaie d'être plus présent au Luxembourg. Ouais. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être qu'on était présent dans 5-6 à l'époque et encore. Aujourd'hui, on est présent dans 25 ou 30 points de vente au Luxembourg. Ok. Et puis, on n'avait pas de vrais points de vente à nous. Donc, en fait, c'était soit on était chez un revendeur, soit on nous achetait pas. Donc, donc c'était vraiment l'axe de développement. Et donc, ça, c'était vraiment les premières années où j'ai beaucoup développé ça. Et les cadeaux corporate. Ok. Donc, j'ai passé du mois de septembre au mois de novembre, tous les jours au téléphone avec... Pour les cadeaux de Noël, en Pour fait. les cadeaux de Noël, ouais, pour démarcher. Donc maintenant, Ce le que je n'aimais pas, mais- le call n'a plus de secret pour toi. Ta Quoi. Non. spécialité. Après, je vends du chocolat, donc c'est quand même... On est bien accueillis. Ouais, c'est différent Et par rapport franchement- à si tu vends des services de comptable fiduciaire. Quoi. Oui, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est plus J'aurais sympa. pas fait de la même manière, j'ai pensé, ça D'ailleurs, m'aurait... tu t'es jamais posé la question d'avoir un commercial Si, Pourquoi bien tu as sûr. pris cette responsabilité? Toi, tu t'es dit, OK, c'est souvent on dit que le meilleur vendeur doit être le CEO. Tu t'es dit ça, tu t'es dit, si j'arrive pas à vendre, de toute façon... Ouais, puis je savais pas comment trouver un commercial. C'était pas... Non, c'était pas simple. J'ai cherché, j'ai pas... Ouais, un commercial en chocolat, ça va pas courir les rues. Ouais, j'ai des multicartes, c'était pas simple. Et puis en vrai, fallait quand même que je m'y colle et j'avais envie de développer le business. Et puis c'était, ça faisait partie de mon job et aujourd'hui c'est plus diversifié, mais à l'époque, ouais, c'était beaucoup ça. OK. Et pour du coup poursuivre la question de Romain, on parlait des différentes phases. Donc Oui. le marketing, ensuite le commercial, identifier des nouveaux points de vente. Est-ce qu'il y a d'autres phases ensuite Ensuite, on était à l'Étroit, donc on a cherché plus grand. Il se trouve que c'est pendant le Covid qu'on a eu l'opportunité de prendre l'entrepôt collé au nôtre. Donc, je me rappelle, je crois que c'était en juin, enfin pendant l'été du confinement. Donc, est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on agrandit et qu'on double la surface? Et là, il fallait faire des très, très gros travaux parce que dans ce cas-là, on faisait tout l'atelier. Donc, un peu compliqué de prendre les décisions. Heureusement qu'on l'a fait et qu'on a décidé d'y aller. Parce que du coup, on a fait tous les travaux avant les augmentations de coûts énormes dans la construction et les délais, etc. Donc franchement, on a eu de la chance là-dessus. Et donc, on a maintenant 800 mètres carrés quasiment à Steinfort. Donc ça, c'était une grosse étape et ça nous a permis de pas mal nous développer. Bien sûr, c'est trop petit aujourd'hui, Ouais. mais je peux pas bouger. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Donc ça, c'était une grosse étape. Et puis après, une autre grosse étape, c'était l'ouverture de notre boutique rue Philippe II à Luxembourg. C'était il y a bientôt 3 ans. Première boutique en propre. Ouais. En dehors de celle de Steinfort qui est, Qui est à la un production. magasin-usine, quoi. Ouais. Ok. Donc, du coup, l'ouverture de la boutique, qu'est-ce que ça... En fait, ces étapes-là, qu'est-ce que ça a changé? Parce que c'est vrai que l'étape d'agrandir, c'est pas forcément visible du grand public. Non. Là, quand tu ouvres ta boutique, en fait, il y a quelque chose qui change. Enfin, il y a Oui. tout un rapport à la marque un peu différent. Tout Comment change. vous avez vécu ce truc-là? Ça a beaucoup changé en fait. L'image de chocolaterie, ça a aussi notre notoriété. Ça, évidemment, beaucoup de touristes qui passent. Ouais. Et puis les clients qui nous voient là, qui nous voient autrement en fait qu'avant. Et beaucoup de nouveaux clients. Enfin, franchement, ça a tout changé. Ok. Cette année, dans les cadeaux de Noël que moi j'ai fait à mes propres clients, j'ai vu le calendrier de l'Avent qui a eu un succès incroyable, je dois l'admettre, et je trouvais ça super.
Comment tu fais ou comment vous faites pour innover en fait dans ton métier, tant sur la partie produit que sur la partie format. Enfin, tu vois, c'est quoi votre processus pour créer des nouveaux trucs? C'est un peu un point d'honneur que je mets chaque année à trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux formats, des nouveaux parfums, toujours des nouveautés. Parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de clients fidèles qui adorent nos chocolats et qui ont envie de changer, de nouveautés. Donc, en termes de parfum et de goût, nous, on est quand même une chocolaterie assez traditionnelle où on a des ganaches assez traditionnelles, des pralinés, des caramels. Et tous les 3 mois, on sort un coffret saisonnier. Donc coffret automne, printemps, été, hiver. Une collection comme on fait apporter, quoi. C'est ça. Ok. Où là, on s'amuse, pas un peu plus, mais on s'amuse différemment et on crée des parfums un peu plus originaux. Je sais plus, en automne, on a fait une fois un praliné au cèpe. On peut faire... il y a pas mal de... Donc, on expérimente un peu dans ces coffrets-là et nos clients qui sont hyper fidèles adorent pour tester. Donc, il y a ce côté-là. Et après, pour chaque grosse saison, gros événement, donc Noël, Pâques, Saint-Nicolas, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, on essaie toujours de créer de nouvelles choses. Et où est-ce que vous trouvez l'inspi, en fait? C'est difficile. Ouais. Mais Parce que tu vois, il y a des parallèles avec la mode, il y a des parallèles... Enfin, comment tu nourris ce truc-là? Franchement, difficile. Avec mon agence qui est toujours à Paris, qui ont quand même beaucoup d'idées. Et puis, ça fait 2 ans, du coup, qu'ils m'ont proposé de choisir un thème à l'année, qu'on décline en fait au fur et à mesure des opérations de l'année. Okay. Et ça nous permet d'avoir encore plus d'idées parce que du coup, l'année dernière, c'était Alice au Pays des Merveilles toute l'année. Donc on a fini l'année sur la scène du thé. Alors, c'est inspiré, vous savez, c'est pas littéral. Mais voilà, à Pâques, on était dans le labyrinthe. Pour la Saint-Valentin, on était avec les cartes. Voilà, donc en fait, ça nous donne pas mal d'idées. Donc du coup, je crois que pour la fête des pères, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une montre à gousset comme le lapin. Enfin, ça donne pas mal d'idées et ça nous aide à développer un peu de nouveaux produits. Après, je me pose aussi avec les chocolatiers. On discute des parfums, on réfléchit, chacun a ses propres idées. Avec les filles de la boutique aussi, parce qu'elles sont en contact avec le client quand même toute la journée. Donc, elles me remontent des envies, on a plein de clients qui viennent avec leur petite liste en disant nous, on a noté ça, on aimerait bien que ce serait des idées que vous pourriez avoir dans vos chocolats. Enfin, ok. Franchement, le feedback direct du marché, quoi. Complètement. Donc, on prend ça en compte. Et voilà. Et de temps en temps, je sais pas, une nuit, on se réveille avec une idée d'un packaging ou d'un format. Et ça part du format et après on décline les goûts ou du produit? Ok. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Ok. Super. Et ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui là? Parce que quand même, gérer 20 personnes, encore une fois, avec un outil industriel, il y a quand même plein de casquettes différentes. Il ressemble à quoi ton quotidien? C'est pas en différent tous les décembre, jours. parce que j'imagine que là, c'est un peu violent. Mais honnêtement, ça change tous les jours. En ce moment, je suis... Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais un peu les bilans de l'année dernière. Je regarde un peu ce que je vais faire cette année. J'ai quelques projets en cours qui me prennent pas mal de temps. Pas sûr qu'un jour ils voient le jour, mais tes projets pour la chocolaterie pour ou la chocolaterie. Je peux pas encore en parler parce que je ne sais même pas encore si ça va se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'était à l'intérieur ou si tu faisais des choses à la périphérie. Non, tu restes focus là-dessus. Ouais, focus chocolaterie. Donc là, j'ai fait c'est moi qui ai préparé toutes les étiquettes pour Pâques. Je suis très en retard, on va les avoir en retard. Et en même temps, c'est quoi? Les étiquettes pour mettre au dos des produits. Okay. Mais voilà, il faut que quelqu'un le fasse. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus, on organise un déjeuner de Noël pour toute l'équipe la semaine prochaine. Je dois faire mes feedbacks, on va faire un rendez-vous avec chaque personne de l'équipe pour faire un point sur l'année. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je sais plus. En fait, en dehors des moments on répond très chocolat, aussi, quand même. Ouais. C'est une entreprise comme une autre, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, le produit, il a sa spécificité sur quelques mois en particulier. Mais après, sinon, toi, ton quotidien, c'est un quotidien de dirigeant de PME. C'est ça. Là, je suis en train de préparer aussi Noël l'année prochaine, donc le calendrier de l'avant, les packaging, qu'est-ce qu'on va faire, les produits. Déjà maintenant? Ouais. Ok. Oui, parce que les calendriers de l'avant qu'on fait, on me demande pas mal de développement. Ouais. Okay. Surtout celui normalement, cette année, il devrait être assez particulier et il est très compliqué à développer. Donc je suis là-dessus. Des idées de nouveaux produits. Donc, pareil, on fait des tests, on regarde pour le packaging, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, toujours plein de choses. Cette année, c'est nos 20 ans aussi, c'est les 20 ans de la chocolaterie. Okay. Donc, on va lancer pas mal de choses, on va faire des événements. Donc, il y a pas mal aussi de sujets comme ça. Enfin, bref. C'est quoi la culture d'entreprise? Enfin, c'était quand même une entreprise très familiale, j'imagine. Qu'est-ce que tu as conservé de ça? Ça.
Ok. Pour moi, il faut que ça reste complètement familial. Donc, T'as on pas essaie changé d'organiser. Non, vraiment pas. Ça veut dire quoi, du coup? Enfin, comment t'arrives à garder une entreprise familiale quand c'est pas toi qui est l'initiative? Alors, j'y suis tous les jours. Je passe tous les jours en production. Je passe tous les jours dire bonjour, papoter avec tout le monde dans l'équipe. À Noël, je suis quasiment en prod aussi avec eux. Donc là, à Noël, j'ai passé plusieurs jours à emballer les chocolats parce qu'on était dans le rush. On fait des événements de temps en temps. De temps en temps, je vais déjeuner avec eux. Et puis surtout, en fait, moi, je m'étais dit, pas plus de 20 personnes dans l'entreprise parce que je veux connaître vraiment bien tout le monde et que tout le monde se connaisse bien. Il se trouve qu'on dépasse un petit peu. Mais l'idée, c'est pas non plus de continuer à se développer ad vitam aeternam et de croître et croître et croître. C'est pas l'idée parce qu'en fait, vraiment, je veux qu'on reste artisanal et je veux rester familial. Donc, je veux vraiment garder une petite équipe. J'ai pas envie de gérer 50 personnes. Okay. Pas du tout mon but. Et le Luxembourg uniquement ou il y a de l'export, il n'y a pas d'export? C'est beaucoup Luxembourg. Okay. On est présent aussi à Paris, notamment à la grande épicerie du Bon Marché depuis 4-5 ans. Et dans 2-3 autres épiceries fines en région parisienne. On est à Londres depuis le mois de décembre. Ok. Dans 9 épiceries. Comment tu attaques ce marché-là à Londres avec ton téléphone et... Alors, tu vas là-bas en business trip Non, la grande épicerie est une très belle carte de visite. Alors, je me suis battue pour la grande épicerie. Tu es à la grande épicerie, tu as quand ceux de Londres sont intéressés. Pas mal de monde qui vient vers toi. Okay. Alors, évidemment, je contacte aussi, mais je suis pas dans une démarche en ce moment, en tout cas aujourd'hui, de me développer activement à l'étranger. S'il y a des belles opportunités, je les prends. Mais pour le moment, je suis vachement concentrée sur d'autres choses. Donc, Pour rentrer à la grande épicerie, justement, comment ça s'est fait Faut harceler. Ouais. Mais bon, j'harcèle en envoyant dans du chocolat, donc encore une fois, c'est pas trop désagréable, je pense. Ah oui, c'est du harcèlement soft. Ouais. Ok. Oui, j'envoyais régulièrement des colis et on me répondait de temps en temps. Et puis ils sont bons. C'est ça. Merci beaucoup, on voudra en goûter d'autres. C'est ça. Quels sont vos nouveautés pour l'année prochaine? En fait, le mec qui fait le processus de sélection, il en a goûté 50. Je comprends, il a dit, bon, allez, maintenant, vous pouvez venir. C'est ça. Et alors, pour revenir à ce que tu viens de dire, tu dis on veut rester familial, je veux pas aller à plus de 20 personnes. Tu dis c'est pas l'idée, mais du coup, c'est quoi l'idée? Parce qu'il y en a une, ou est-ce que tu te poses toujours la question? Comment tu vois ça en tant qu'entrepreneuse? Là, tu as fait quand même énormément de choses. C'est quoi la ligne directrice et c'est quoi l'idée finale, si on a une? L'idée, pour le moment en tout cas, je vois pas hyper loin. Pour le moment, l'idée, c'est de rester à peu près comme on est, de pas continuer des croissances à 2 chiffres exponentiels, mais de rester vraiment sur ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait bien. Et je vous dis, c'est pour ça que je suis pas en recherche active non plus de développement à l'étranger, c'est que je veux juste bien structurer la boîte, que tout le monde gagne bien sa vie, que les clients soient heureux. Et honnêtement, c'est ça pour le moment le but. Alors après, je suis quelqu'un qui m'ennuie quand même assez vite et j'ai quand même toujours besoin de nouveaux projets. Donc le fait d'avoir tout le temps des nouveautés, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Donc c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de nouveaux produits et de choses comme ça. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de regarder des projets pour la chocolaterie qui ne seraient pas exactement ce que je fais aujourd'hui. On en parle pas. Au niveau de ta vie, donc on te demandait comment se passait ta journée en termes de charge de travail. Et même, tu disais que tu as une petite fille. Du coup, comment tu gères ça? Comment ça s'organise en fait? J'essaie de déléguer un peu plus qu'à l'époque. J'ai une assistante depuis 1 an. Ça m'a un peu changé la vie. Elle est exceptionnelle. J'ai une équipe qui est géniale et sur qui je peux compter. En fait, au début, j'étais quand même vachement présente et c'était nécessaire que je sois vraiment présente. J'ai de moins en moins besoin d'être là H24 et c'est vrai que mon équipe est hyper indépendante, qui sont super et en fait, on a 2 équipes maintenant à l'atelier. Il y a l'équipe production avec un chef chocolatier et l'équipe plutôt emballage, préparation de commandes, etc. avec aussi leur chef. Et puis ces 2 chefs gèrent leur équipe. Donc, je les gère pas en direct. Et je gère, en gros, ces 2 chefs d'atelier. Et ça se passe plutôt très, très bien comme ça. Pareil et pour la boutique où j'ai quelqu'un qui gère. Beaucoup d'heures ou en fait, tu es assez autonome et libre sur quand tu travailles? Comment tu... Complètement autonome. Alors, j'essaie d'être à la chocolaterie quand même une fois par jour ou presque. Et d'y passer la plupart de ma journée. Après, je vais chercher ma fille très tôt à la crèche. Et je bosse une fois qu'elle dort. Ok. Et après, effectivement, moi, ce qui est pas mal aussi avec la saisonnalité du chocolat, c'est que je bosse un peu moins en été, ce qui me va bien quand il fait beau. Et puis, en hiver, pour le coup, je compte pas du tout les heures, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des facteurs externes que tu regardes, tu vois, qui vont impacter ton business? Alors, je sais pas, ça peut être l'économie. Alors, je te demande pas de me faire un graphique sur le cours du cacao sur les 10 dernières années, tu vois, mais
Est-ce que toi, il y a des facteurs externes qui vont vraiment impacter ta rentabilité et qui, en tant que chef d'entreprise, Oui, tu clairement. suis, ce serait lesquels? Oui, le cours du cacao, clairement, en ce moment. Heureusement, tout le monde en parle parce que moi, ça me facilite la vie auprès des clients aussi. Parce qu'on augmente forcément un peu les prix. On n'a pas le choix et on augmente. Enfin, le prix de mon chocolat a fait x4 en 2 ans, donc c'est juste énorme. Sur une tablette de chocolat, la matière première, c'est presque 3 euros. Je la vends 6 euros, 6,80 €. C'est vraiment énorme. Donc, nous, on essaie de faire, comme depuis toujours, d'être hyper transparent sur nos prix, etc. Et de marger, mais de manière hyper juste et de pas trop marger et pour avoir un produit qui est quand même encore accessible, même s'il est luxe et qu'il le devient un peu plus, forcément. Donc, forcément, le cours du cacao, les noisettes augmentent aussi cette année parce que des problèmes de récolte l'année dernière. Tout ça, c'est important. Et puis, le cacao, le changement climatique, etc., ça va quand même faire que ça va devenir un produit plus élitiste, plus luxe. Quel est vraiment l'avenir du chocolat? On se pose quand même des questions. Alors, c'est pas pour demain, mais voilà, c'est des choses qu'on regarde. Après, forcément, l'indexation au Luxembourg, les loyers, tout ça, il y a plein de choses qu'on regarde, mais comme tout le monde, je pense. Et donc, pour faire face à justement ces facteurs-là, il y a ces choses-là, mais il y a la diversification, c'est-à-dire, en fait, tu as une formation une aspiration plus pâtisserie. Ouais. Finalement, tu t'es retrouvé je suis très chocolat. dans le chocolat, voilà, ça. Est-ce que finalement, dans cette verticale chocolat, il y a d'autres choses que le chocolat qui pourraient venir se greffer dans la gamme ou des choses comme ça? Oui, ça, c'est ou toi, tu veux rester vraiment sur ce truc? Alors, on fait vraiment, aujourd'hui, dans notre atelier, on ne fait que du chocolat. Ok. Des produits à base de chocolat. Rien n'empêche un jour de faire un peu de pâtisserie au chocolat. Ok. Développer dans ce sens-là, peut-être. Ok. Ouais, la tagline, tu gardes le chocolat on est chocolatier. Ok. Et peut-être pour revenir un peu à comment tu gères ça, c'est quoi un peu toi ton style de leadership? T'en as un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut creuser cet aspect-là? Enfin, quand même, tu vois, gérer 20 personnes au quotidien, PME familiale, tu vois, c'est quelque chose moi qui me paraît difficile. En tout cas, j'y vois quand même pas mal de complexité. C'est quoi toi ton leadership? Comme je vous ai dit, en vrai, moi, je mets des chefs dans chaque équipe qui, eux, gèrent leur équipe. Et ça me permet, moi, de déléguer un peu ça parce que c'est pas ce que je sais faire de mieux. Et j'aime bien être en petit comité. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop prendre la parole en public. Donc, même dans mes équipes, alors que je les connais très bien, c'est des choses qui sont difficiles pour moi. Donc les messages passent beaucoup par les chefs. Et après, j'aime bien, évidemment, je suis en contact avec tout le monde et je parle avec tout le monde. Et puis, une fois de temps en temps, je prends la parole. Mais je sais pas comment trop expliquer. Honnêtement, je sais que c'est pas ce que je fais de mieux. Parce que, en tout cas, j'ai l'impression de pas faire de mieux. Après, tout le monde suit et tout le monde est très content de travailler là. Et c'est ce que je vérifie régulièrement parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient eux heureux de leur façon de travailler, de l'endroit, des produits qu'ils font. Et je pense que c'est un peu la clé. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fais les choses. C'est que ma priorité, c'est qu'ils soient bien. Ok. Ouais, vraiment cette impression-là de... Ouais. En fait, c'est intéressant parce que souvent, on voit des entrepreneurs qui font de leur survie, qui font de leur croissance un truc important pour leur survie. Alors qu'en fait, toi, tu as développé un truc qui est en fait assez différent, qui est de se dire, en fait, finalement, si on arrive à se stabiliser dans quelque chose qui est en fait positif pour tout le monde, il y a un truc, d'où ça vient ce truc-là? T'as été au contact de d'autres boîtes ou de trucs qui t'ont inspiré, des livres que t'as lus, des machins. Comment t'as travaillé ce machin-là alors que tout le monde court un peu à dire moi je veux lancer dans 12 pays J'avoue que je sais pas trop, parce que ça me fait peur en fait. Moi j'ai pas envie de gérer trop de monde, j'ai pas envie de gérer quelque chose de trop gros. Alors ça devient gros, honnêtement. Ouais, bien sûr. Mais en fait ça me fait peur et c'est pas. Et j'ai pas envie d'être stressée plus que j'ai été très stressée les premières années, ça va vachement mieux parce que on a grossi, parce que j'ai une super équipe, parce que plein de choses. J'ai pas envie de retourner dans ce truc-là. C'était dur. Alors, ça l'est toujours, mais ça l'est moins. Et j'aime bien, moi, ce rythme, pas de croisière, parce qu'on continue de se développer, parce qu'il y a des challenges tous les jours, et parce que... Mais en fait, je trouve ça intéressant comme ça. Et ouais, et puis en fait, j'aime mon équipe et j'ai envie qu'on soit tous bien. Et moi, ça me va comme ça. Non, mais c'est vrai que je vous dis, j'adore avoir des projets, donc il y a forcément toujours des nouvelles idées, des envies d'autres choses. Souvent, un entrepreneur, il va s'accomplir avec son entreprise, et il va y rechercher une ambition personnelle, pas tout le temps, mais souvent.
C'est-à-dire que si tu lui poses ces questions-là sur son site de leadership, en fait, il va mettre en place des stratégies, in fine, pour servir son équipe, mais aussi pour lui. Oui, bien sûr. Et toi, depuis le début, pour l'instant, donc ça fait 40 minutes, j'ai pas entendu d'ambition personnelle, en fait. Mais par contre, très, très collectif. Est-ce que c'est quelque chose que dont tu as conscience J'en ai conscience quand j'en parle avec vous, mais sinon, non, tous les jours, pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui viennent me voir, tu voudrais pas faire ci, tu voudrais pas faire ça, et se développer là, et se développer là. Mon père, notamment, qui a toujours 1000 idées. Je me dis non, peut-être un jour, mais je sais pas, c'est pas speed. On fait les choses comme ça arrive, et puis quand je les sens, en fait. Et en fait, j'ai beaucoup fonctionné comme ça depuis le début, c'est un peu au feeling, et est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? Et la boutique, on l'a ouverte comme ça, les travaux, enfin, tout a été un peu fait au feeling. Les choses sont venues les unes après les autres de manière assez naturelle. Bon, alors, ça a été provoqué de manière assez naturelle, mais... Et en tant qu'entrepreneuse, notamment dans l'artisanat, tu as des maisons, des modèles qui t'inspirent? J'ai toujours beaucoup aimé le luxe, moi, et les maisons de luxe. Donc, il y a des maisons qui sont restées quand même, familiales, et c'est des choses que je trouve jolies. Et clairement, j'ai des amis qui bossent là-bas et qui sont très heureux et qui m'en parlent. Et je veux pas devenir aussi grosse que ces maisons, aussi gros que ces maisons de luxe. C'est quoi? C'est du Hermès? C'est du Hermès, du Chanel, ce genre de choses, ouais. Donc, tu dis c'est des environnements où, en fait, il y a quoi de commun, tout ça? Si je résume, c'est en gros, il y a des gens qui sont fiers de produire le produit qu'ils font, une taille qui reste raisonnable. à peu près raisonnable, ou une organisation là-dessus. C'est ça les paramètres. Et des gens, du coup, qui restent dans la durée, c'est ça le métrique. Ouais. Moi, je suis très, très contente de ne pas avoir de turnover dans l'équipe. Okay. On a personne qui part, ou quasiment personne. Et quand ils partent, c'est vraiment soit à contre-cœur, soit parce qu'ils ont vraiment envie de voir autre chose, mais qui viennent quand même régulièrement nous rendre visite. Donc, je suis très fière de ça. Et c'est aussi, en fait, ça me permet de ne pas avoir à gérer des problèmes RH. Et en fait, moi, c'est ma hantise de gérer les problèmes RH. Parce que c'est pas mon truc. Et donc, le fait de vouloir que tout le monde s'entende bien, que tout se passe bien, ça me permet normalement à peu près d'éviter ces sujets-là aussi. Ok. Dans ces maisons aussi, il y a des cultures un peu... bon, Hermès, c'est peut-être pas le bon exemple, mais finalement, on parle pas forcément d'argent. Tu vois, on va plutôt vendre une histoire, une famille, un héritage. Tout à fait. Et typiquement, je le ressens, moi, dans ton discours. Tu parles jamais de marge, de rentabilité, comme un entrepreneur classique pourrait le faire. Est-ce que ça, c'est un choix délibéré ou finalement, ça s'aligne avec tes valeurs fondamentales? Ouais, c'est un tout. Je pense que ça c'est venu assez naturellement. J'en parle avec mon mari régulièrement, qui lui est consultant, chiffres, hyper organisé, hyper carré. Et il arrête pas. Il dit ça en rigolant, mais il aurait pas pu faire ce que je fais dans le sens où il y a plein de décisions que je prends qui n'ont aucun sens en termes de finance, de rentabilité, etc. Et alors que j'ai fait de la finance, hein, mais. Mais oui, je fonctionne pas comme ça, et jusqu'à maintenant, ça a à peu près fonctionné, donc je reste comme ça tant que ça fonctionne. Quand en tant qu'entrepreneuse, tu dois prendre des décisions un peu au feeling et à l'intuition. C'est quoi ton processus pour quand tu es face à un truc? En fait, comment tu décides? Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu décides plutôt seul? Tu vois, c'est quoi la façon dont tu décides? J'en parle à mes parents et à mon mari, beaucoup. Ok. Ouais. Et maintenant, de plus en plus, avec mon assistante, avec mes chefs, avec ma chef de boutique aussi, la responsable de la boutique. Ça dépend des sujets, hein, mais les gros sujets vraiment de la société en elle-même, oui, c'est avec mon père, ma mère et mon mari, beaucoup. Ok. J'écoute pas forcément toujours ce qu'on me dit faire, et de temps en temps, je rigole aussi sur du packaging, sur des choses comme ça. Pour le coup, c'est un peu ce qu'on me reproche en général, c'est que je pose des questions, je demande des avis, puis je fais pas forcément ce qu'on me suggère. Ok. Mais sur des gros sujets, oui, j'écoute et je pose des questions, et puis à un moment, il faut décider. Je sais pas trop comment je prends les décisions. Est-ce que tu as l'impression... Mais honnêtement, vraiment, c'est souvent un feeling. On devait faire un projet il y a quelques mois, et ça allait pas, ça marchait pas, il y avait quelque chose qui allait pas, et du coup, on s'est arrêté avant vraiment de valider, quoi. Tu dis, je le sentais pas. Ouais, j'avais des moments où j'étais pas du tout pour, des moments où j'étais à fond, des moments où j'étais vraiment trop en doute, et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose, ça va pas, donc on fait pas. Si t'as un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as l'impression de représenter quelque chose, c'est-à-dire femme, entrepreneuse dans l'artisanat, made in Luxembourg? Tu vois, tu combines quand même pas mal de facteurs.
Est-ce que pour toi, ça représente quelque chose, tu vois, une sorte de combat quotidien, une mission, ou finalement, non, tu dis non, et moi j'ai juste ma chocolaterie, tout le monde est bien. Ouais. Non, mais est-ce qu'il y a une portée un peu plus... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, mais c'est... Ouais, non, c'est pas quelque chose à laquelle j'aspire. Mais c'est vrai qu'on me demande quand même, pas souvent, mais on me demande de parler, de prendre la parole. De temps en temps, même là, on vient de me demander si éventuellement je pourrais parler, je sais pas, c'est devant des étudiants, je sais pas quel âge ils ont, sur l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Je le fais avec plaisir. C'est pas ce que je préfère faire, comme je vous l'ai dit, parce que je suis pas très à l'aise en public. Mais je le fais, je me force un peu à faire ce genre de choses parce que je sais que ça, enfin, apparemment, ça apporte, même si j'ai pas l'impression, moi, d'apporter des choses. Mais bref, c'est plus. Oui, non, c'est sûr que j'aime bien. J'aime bien qu'on me dise, en tout cas, que j'ai apporté quelque chose en racontant mon histoire, en racontant ma façon de faire, j'en sais rien. Si ça peut aider, je suis ravie. Ton modèle, je trouve un peu sur le modèle, mais ton modèle, justement, qui n'est pas attaché à une forme de croissance et qui est attaché plutôt à une histoire de bonheur au travail, Ouais. il y a quelque chose dessus, ça donne quoi à extrapoler sur une vie entière? C'est-à-dire, bon, même si je comprends que tu restes hyper ouverte à des opportunités qui vont se présenter et tu te laisses libre de choisir ou pas, mais en fait, quand tu extrapoles ce modèle, tu te vois là-dedans jusqu'à la fin de ta vie, où tu te dis, bah, en fait, ça va durer un temps, et puis comment tu t'envisages ce truc-là? Actuellement, quand j'extrapole, oui, je vais faire ça toute ma vie, et puis si un jour ma fille veut le reprendre, bah, elle le reprendra, et puis... ok. Dans une logique d'héritage? Ouais. Ok. C'est vrai, c'est une question en plus que mon équipe m'avait posée il y a quelques années, en disant, bon, bah, maintenant que t'as bien remonté le truc, donc tu vas nous abandonner, tu vas vendre et tu vas nous abandonner. Je dis, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Je vais élever une petite fille qui va reprendre ça de main de maître. Qui mange beaucoup de chocolat déjà à son âge. La dynastie. Non, mais dans l'idée, actuellement, c'est ça, ouais. Oui, et tu vois, encore une fois, c'est fort. Je veux dire, il y a cette notion d'abandon, quoi. Enfin, tu vois, tes employés, il y a quand même un lien de filiation, comme si tu, entre guillemets, tu as une responsabilité forte au quotidien. Tu as un impact très fort, quoi, sur eux. Oui, bah, on est ensemble quand même une grosse partie de leur vie, en fait. Okay. Donc, non, ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas du chocolat? Je bosse sur du chocolat. J'en mange. Je fais du packaging. J'en mange beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, en ce moment, je suis avec ma fille le week-end. T'as des hobbies, des passions, des trucs ou non, t'es... J'aime beaucoup les séries, j'aime beaucoup le cinéma. Okay. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le shopping. Ouais. Et j'aime passer du temps en famille. Ok. Et avec les amis. Ok. Voilà. Et tu restes pas mal à Luxembourg? Tu voyages beaucoup? Ouais, on est beaucoup à Luxembourg. Vous êtes bien ancré ici. Là-dessus, tu retournes plus à Hong Kong? Je retourne plus à Hong Kong. Non, je bouge plus d'ici. Et non, tous les samedis matins, on est à la boutique sur la terrasse parce qu'on fait des petits déjeuners. Donc nous, on y est tous les samedis matins quand on est à Luxembourg. Ok. Enfin voilà, on a notre petit rituel qui est sympa. Il y a une communauté, tu vois, de clients, je dirais B2C, GLAV que tu as créé. Enfin, est-ce que, par exemple, ça, c'est des pistes ou quoi? Tu vois, une sorte d'avoir, comme tu dis, là, tu fais des événements. C'est un truc un club d'amateurs de chocolat? Ouais, on avait commencé à lancer un de club de nos meilleurs clients. Ouais. Je crois qu'on avait trop de sujets à ce moment-là et qu'on n'a pas réussi à bien le lancer. Et l'idée, c'était de leur envoyer à chaque fois les nouveautés un peu en avance, etc. Donc, on avait commencé, puis en fait, je crois que c'est un peu tombé à l'eau. Mais ouais, ça, c'est des choses qu'on aime bien. J'aimerais bien aussi pouvoir faire des ateliers aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes pour des ateliers chocolat, des anniversaires dans la chocolaterie, des choses comme ça. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, dans notre atelier, c'est pas possible, parce que avec les travaux qu'on a faits, ça se prête plus du tout. Mais ça, c'est une piste aussi de développement qui pourrait beaucoup plaire. Des team building, enfin des choses comme ça. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes. Ouais. Bah, c'est vrai que oui, il y a une verticale événementielle qui est finalement qui peut assez bien marcher. C'est ça. Avec ce produit qui est un petit peu particulier. Puis pouvoir recevoir les clients, c'est des visites de chocolaterie, quoi. Alexandra et la chocolaterie. C'est vrai qu'il y a un truc sympa à imaginer. Ouais. Bon, ça fait toujours un peu rêver. Ouais. Bah ouais. Et donc, ça serait quoi le rêve, la projection? Ça serait quoi le rêve ultime de ce projet-là entrepreneurial, si tu devais le définir, du coup, ce endgame, le jeu auquel tu joues, t'arrives à le définir? Non, c'est super dur. Ouais. C'est super dur, je vois pas très loin. Depuis le début, c'est vraiment un peu comme ça, on prend les choses comme ça avance. Et puis on voit, je sais
je savais en fait où je voulais atterrir avant la boutique. La boutique, ça a été vraiment un accomplissement assez énorme. Ouais. Où j'ai vraiment réalisé ce que je voulais faire et là où je voulais emmener la chocolaterie. Ouais. Et depuis la boutique fonctionne très bien et c'est génial. Et c'est vrai que maintenant, je sais pas trop. Donc là, j'ai une idée de projet. J'ai vraiment un projet en tête. Donc peut-être que vous en saurez plus quand on sortira le podcast. Mais le truc dont tu veux pas parler, ça on a compris. Je peux pas en parler aujourd'hui. Je peux pas en parler aujourd'hui, mais oui, c'est dans... Mais ça, c'est un truc qui te faisait vraiment envie. Ouais. Un truc que tu avais identifié comme un milestone qui te ferait plaisir. Ouais, c'est ça. La boutique, c'était un milestone, et là, ce que j'ai en tête, c'est un autre. Ok. T'as eu des moments d'ailleurs où, alors, sans faire peur à tes employés, où t'as eu tellement de galères, enfin, tu vois, déjà, c'était quoi tes galères, et où tu t'es dit que potentiellement tu pourrais arrêter, faire autre chose, enfin, est-ce qu'il y avait un plan B? Il y a eu plein de galères, mais lesquelles, je sais plus. Il y avait cette histoire d'atelier où on n'arrivait pas à s'en sortir, on était vraiment à l'étroit. Et je trouvais pas d'option. J'avais pas de bonne option. Et franchement, c'était compliqué parce qu'on avait passé un Noël qui était de l'enfer. On a joué à Tetris pendant toute la saison. Je pouvais pas embaucher personne en plus parce qu'on n'avait plus de place. Donc c'était vraiment, on était un peu coincés. On devait refuser des commandes, c'était dur. Et puis, opportunité, notre voisin est parti. Donc ça a été cool. Deux coups du destin quand même. Déjà, tu sais pas quoi faire. T'as une chocolaterie en vente. Ouais. T'as pas d'atelier, il y en a qui se libèrent. Ouais, non, franchement, c'est clair. Le Covid a été très dur. Parce que on était en pleine croissance. On venait d'ouvrir à la grande épicerie. On avait fait une énorme animation, etc. Il y avait personne dans le magasin. Nous, on était en train de décider de potentiellement agrandir la chocolaterie. Tout a été très compliqué. On avait plein de commandes pour Pâques. Tout a été annulé en dernière minute. Et ça a été un moment très incertain, mais comme pour tout le monde. On a eu de la chance, c'est que pour les fêtes de fin d'année, les clients avaient envie de chocolat. Et ton rendez-vous, ouais. Ouais, donc franchement, ça a beaucoup aidé. Je pense que c'est à ce moment-là que chez nous, on vous a découvert. C'est vrai? Ouais. Pendant le Covid, machin, etc. Il y a eu un moment où c'est réouvert et on a commencé à aller racheter des trucs pour recevoir des gens. Exact. Avec nos attestations de sortie. Donc, aucun moment où il y a eu un plan B qui s'est activé dans ta tête, dire attends, en fait, c'est dit j'arrête. Je crois qu'il y a eu un moment j'ai racheté une chocolaterie, on est 20. Je sais plus, mais en fait, il y a un moment où c'était dur, mais parce que tout était stressant, j'ai plus de trésor pour payer les salaires, pour payer le packaging. En fait, la trésorerie dans un produit qui est saisonnier, c'est très compliqué. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais en fait, je me retrouve quand même dans les mêmes situations quasiment, avec un petit coussin de sécurité, hein, mais que dans les débuts. Et en fait, nous, on achète tout au mois d'août. Enfin, je paye en fait tout en avance au mois d'août, au mois de septembre. Et tu récupères en décembre. Je récupère en janvier, quoi. T'es payé à 90 jours par certains, donc t'as un DSR sur 9 mois, quoi. Non, mais oui, en fait, mon packaging, je le commande déjà même en mars, avril pour Pâques. Donc, je paye déjà 30% à ce moment-là. Je le reçois en août, je paye les 70% qui restent. C'est des gros budgets. Le chocolat, je fais des précommandes, je dois en payer une grosse partie. Donc, en fait, c'est toujours très, très dur. Et vraiment, j'ai des moments où j'ai dû demander de l'aide pour payer les salaires, quoi. Ok. Et d'ailleurs, il y a un soutien local, tu vois, pour soutenir l'artisanat made in Luxembourg, tu vois, de l'État, de la sauce. Oui, pour emprunter, il y a quand même la mutualité. Et puis après, il y a quand même pas mal d'aides du gouvernement. Donc, dès qu'on a un investissement, nous, on fait une demande d'aide de subvention. Ça marche bien, ça? Ouais, ça marche bien. Ok. C'est des subventions jusqu'à 20%, je crois. Donc, ça aide. C'est toujours bon à prendre. Et c'est des trucs remboursables ou c'est... Non, c'est pas remboursable. C'est des prêts ou c'est des subventions que tu gardes? Ok. Ouais, c'est des subventions. Pas pour tout, il faut que ça rentre dans les catégories, il faut expliquer pourquoi, etc. Mais c'est vrai que dès qu'on a sur un projet produit artisanal luxembourgeois, je trouve que ça a du sens. Ouais, et après, le fait que Luxembourg soit quand même un petit pays, que le Made in Luxembourg soit important, etc., c'est sûr que la Chambre des métiers, la Chambre du commerce aide à se faire connaître, ils nous commandent aussi du chocolat, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'aides quand même dans le pays. Dans l'entrepreneuriat, on est obligé d'apprendre des trucs en permanence. C'est quoi les trucs sur lesquels tu penses que tu dois te développer le plus à court terme? Enfin, tu vois, les envies de monter en compétences. Moi, personnellement? Ouais, à titre perso. Pour soit ton plaisir, soit pour ton job. Enfin, tu vois, il y a peut-être des cases qui te manquent et tout. Le management, hein. Ok. Ouais. C'est la partie des management. choses
J'avais fait un peu de formation et puis j'ai arrêté. Il faudrait que je refasse. Ok, ouais, donc c'est le volet management RH qui est le truc là-dessus. Sur la partie marketing, communication, donc sur la partie marketing produit, tu as vachement poussé le truc avec l'aide de l'agence. Et ça, j'aime beaucoup. Sur la partie communication, réseaux sociaux, tout ça, j'externalise. Tu externalises? Ouais. Ok. Ouais, et vous faites quoi? J'ai une agence qui s'en occupe. Instagram, Facebook, des newsletters, le site internet. Ok. Des communiqués de presse, ce genre de choses. Ouais. Et ça, j'externalise parce que ça, c'est aussi, c'est pas ce que je sais faire de mieux. Ok. Bon, a priori, tu savais pas vendre et puis finalement, tu t'en es sorti. Donc, peut-être. D'ailleurs, c'est quoi ce que tu sais faire avec tes mots, bien sûr. Ce que toi, tu sais faire de mieux. Parce qu'on a parlé beaucoup de ce que tu ne faisais pas bien. Je sais pas bien faire ou ce que je n'aime pas faire. ce que tu fais le mieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu piloté, en fait. C'est gestion de projet, gestion de... Ouais, piloter. Donc, je délègue beaucoup plus que je faisais avant. J'aime beaucoup mettre la main à la pâte, donc je faisais beaucoup moi-même. Et je continue à faire plein de choses parce que je trouve que c'est important pour se rendre compte aussi. Moi, c'est moi qui paye toutes mes factures, et j'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose de plus automatisé ou quelqu'un d'autre s'en occupe parce que j'ai besoin de savoir ce qui sort. De voir ce qui sort. Ouais. Quand même, parce que comme je suis pas, comme vous l'avez compris, à cheval sur les chiffres de manière hyper précise tous les jours. Moi, je comprends ce que tu dis, Clément, pas, mais moi, je comprends. Du coup, j'ai quand même besoin de temps en temps d'avoir un petit sentiment, une petite sensation de vraiment ce qui sort. Ouais. Et puis de suivre quand même, du coup, mes tableaux. Mais oui, du coup, maintenant, c'est beaucoup quand même de pilotage des équipes, des projets. Ah bon, on va passer au jeu, je pense, après, mais peut-être j'ai une question, c'est tu conseillerais à ta fille de reprendre, typiquement? C'est un truc dont tu serais fier? Je me suis pas posé la question. Ok. Je me suis pas posé la question. Ok. Ouais, si elle a envie, elle le fera, et puis si elle a pas envie, et puis je sais pas où on en sera quand elle sera grande, quoi. Donc, je sais pas du tout comment sera le monde. En tout cas, pour rebondir sur le point de Clément, on voit des entrepreneurs. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent j'encouragerais mes enfants à avoir cette vie-là parce qu'ils sont épanouis là-dedans. Et il y en a aussi qui disent maintenant que j'y ai goûté avec le stress que c'est, etc. Finalement, un job salarié, c'est pas si mal. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a du positif dans les deux, il y a du négatif dans les deux. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore être maître de mon temps, j'adore décider de ce que je fais. Enfin, vraiment, moi, pour rien au monde, je ne ferai pas ce que j'ai fait. Mais pour rien au monde, je serai un nouveau salarié, c'est impossible maintenant aujourd'hui. Après, il y a quand même beaucoup de côtés positifs aussi à être salarié. Moi, mon congé maternité, c'était compliqué. Ouais. Par exemple. mais bon, ça me va très bien. Je l'ai choisi et je suis très heureuse de ce que je fais. Super. Écoute, on va passer, si tu veux bien, à notre jeu à gros budget. Ok. Le jeu à gros budget, c'est simple, c'est une application sur l'iPhone dans laquelle il y a des citations ou des questions, tu vois, on tourne la roue de la fortune. Ok. Et donc, les gens la connaissent. Et donc, l'idée, c'est de répondre ou de commenter. Tout ça, on ne les a pas envoyés avant. C'est spontané, mieux c'est. La citation qui sort, c'est « Si l'herbe est plus verte dans le jardin de ton voisin, laisse-le s'emmerder à la tondre. » Ouais. Hélène, comment ça résonne comment tu réagis à ce truc-là? Tu regardes, toi, ce qui se passe. Il y a des entrepreneurs qui sont obsédés par la concurrence, par tout ça. Moi, ça me motive. Je trouve que c'est un bon motivateur. Donc, moi, j'aime bien regarder quand même ce qu'il y a autour. Ça donne des idées, ça donne envie de changer, ça donne envie de bouger. Je trouve que c'est très positif. Ok. Il y a d'autres concurrents locaux de chocolaterie à Luxembourg? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des petits chocolatiers, petits entre guillemets. Oui, des magasins. Il y a des artisans chocolatiers, il y en a quelques-uns. Puis après, il y a des plus gros, il y a Oberweis, il y a Namur qui font pas que du chocolat, qui en font aussi. Mm-hmm. Et puis après, il y a des groupes internationaux qui sont là, mais c'est encore autre chose. J'en ai une deuxième. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur d'échouer, toi? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. On prend des risques un peu pas mesurés, mais oui, je prends des décisions en sachant quels sont quand même les risques. Et je me dis, oui, si ça va pas, c'est relou. Ouais, c'est relou. C'est relou, ça fera ci, ça fera ça, ça fera ça. Ok, mais j'accepte et je me dis, si vraiment c'est la merde, je sais que ça peut arriver. Je ferai autre chose. Je sais que ça peut arriver et je ferai autre chose. Oui. Ça si dépend ça devait sur quoi, s'arrêter bien demain, sûr. tu ferais quoi?
Je ne sais pas du tout. Ok. J'aime tellement ce que T'as je fais, pas de franchement, plan B. je Il n'y sais a pas pas du de plan tout. B. Ouais. Non, Ok, je intéressant. referai la même chose peut-être. je J'en sais pas. ai une troisième. Ce que tu décides de pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Finalement, toi, quand tu vois un peu tout ce qui vient vers toi, t'as plutôt tendance à essayer de faire ou à décider de pas faire. Je sais pas, mais c'est une vraie décision de ne pas faire. Ouais. Ok. Oui, Ok. bah, y a même quand des opportunités arrivent ou des projets ou des choses, ouais, on décide de pas faire. Et point, et on met une croix dessus et c'est une décision, quoi. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, on décide de pas décider. Non, non. Ouais, En non, tout on cas, décide, on décide de le faire ou de pas faire, Ouais, c'est mais, ça, c'est ça. mais on fait pas des choses parce qu'on n'a pas décidé de pas le faire. Et quand tu dis Ouais. on, c'est toi ou t'as une sorte de communauté board, machin? Non, ça peut être moi, ça peut être mon mari et moi, ça peut être mon papa, ça peut être... Ça dépend des sujets. Super. Écoute, tu viens de passer le jeu à gros budget avec succès. Ça fait 1 heure qu'on parle. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, dont tu aurais eu envie de discuter ou un truc Je crois particulier? pas. Non? Non. Ça va, ça a été? Ouais. T'as Ouais, passé c'est un bon moment? cool. Bah, Et écoute, vous avez plein de questions. Ah bah ouais, c'est Ouais, un on peu, t'a un peu, on c'est t'a un peu le bombardé. concept, parce que si on fait 1 heure où C'est on n'a très pas bien. assez de Ouais, questions, c'est un bon, peu c'est chiant pour les gens sûr. qui Non, nous non, c'est regardent. très Mais Ouais, écoute, finalement, pour quelqu'un qui n'était pas sûr de tenir 1 heure, t'as bien tenu 1 heure facile. Ouais, non, c'était un grand plaisir. Moi aussi. Merci Alexandra. Merci de m'avoir invité. Bah ouais, un grand plaisir encore une fois. On va goûter en plus la boîte de chocolat qui est ici, que nous on avait. Donc voilà, bah merci à tous. Romain, toi, tu avais des choses? non, bah merci à tous. Merci d'être là au rendez-vous avec nous et puis de continuer à liker, partager tout ça pour qu'on puisse donner un maximum de diffusion à tous ces contenus qu'on fait avec plaisir. Donc merci à tous et bye bye. Salut! Salut, ciao.